Ça pousse plus. Ouais, ça pousse plus. Il y a du rendement. Il pousse quasiment tout seul. Mais moi je l'ai fait aussi, tout le monde l'a fait. Donc voilà, il faut réfléchir à chacun des gestes de la vie quotidienne. Pourquoi vous faites semblant de ne pas l'avoir mis? Oui, merci. J'en ai mis, mais moi aussi. Cette année, j'ai fait un peu de jardin uniquement avec du compost. Sans nitrate, ça a été poussé, c'est merveilleux. Ah oui, bien sûr. On a tous mis un peu d'ici. Ah, il en reste après. Quand on analyse l'eau de boisson, si vous regardez les analyses avec un œil un peu exercé maintenant, vous verrez qu'il y a toutes sortes de choses. Et encore, on ne cherche pas tout parce que ça coûte cher. Hein. Mais il y en a. Hein. Ah oui. C'est écrit petit, mais il y en a. Il faut avoir les bons yeux. Comment? Je dis, il faut avoir les bons yeux. Oui, mais puis regardez la lunette et puis la sous-lunette. C'est juste pour dire que c'est pas quelque chose qui est loin. C'est pas quelque chose qui est désincarné. Nous, on est tous dans cette affaire, y compris dans les freins avec l'amiante. On a tous des freins sur nos voitures. Alors moi j'ai un ami qui a une maladie de Parkinson diagnostiquée depuis 4 mois. Oui. Il tremble. Oui. Il n'a pas de raideur, rien. Mais j'aimerais que vous me trouviez un argument choc que je puisse lui asséner quand je rentrerai, c'est que monsieur ne peut pas se passer de sa petite gnôle. Alors, tous les soirs, et c'est pas des verres agnoles, c'est des verres... whisky. On triple la dose, et quand sa femme le dispute, il se dispute lui-même, il la dispute lui-même. Donc j'aimerais que vous me disiez quel est l'impact de l'alcool sur la maladie de Parkinson. L'alcool détruit les neurones. Hein. Oui. Donc au bout de l'alcool, c'est le syndrome de Korsakoff, vous avez un trou gros comme ça dans le cerveau. D'accord? Donc ça détruit les neurones, donc de toute façon ça aggrave les signes du Parkinson. Après, le monsieur dont vous parlez là, je ne le connais pas, mais il est dans l'addiction. Pourquoi il est dans l'addiction? On lui a annoncé quelque chose qui est quand même pas très agréable à entendre. Parce que ce que j'ai dit là, si ça vous concerne vous personnellement, c'est dur à entendre. Donc quand on vous annonce une maladie qui va durer, qui ne se guérit pas, et dont l'évolution va être péjorative pour votre intégrité physique. Moi je ne sais pas comment je réagirais, je ne sais pas. Moi je regarde ça avec l'œil d'un être humain qui regarde un autre être humain. Donc lui, il se réfugie là-dedans en se disant, foutu pour foutu, je vais en profiter un petit peu. Quoi. Alors, il a raison, je ne sais pas. C'est exactement ce qu'il dit. Bien sûr, c'est un être humain. Les êtres humains, ils sont comme ça. Mais moi, je ne le juge pas. S'il veut durer longtemps pour voir ses petits-enfants grandir, etc., il a peut-être pas de petits-enfants. C'est un monsieur qui a 80 ans. Oui. Alors il dit tout le temps foutu pour foutu, et hop, ça va. Non mais ça, on l'entend tout le temps. Là. Mais l'autre fois, il avait 8,5 de tension, ça ne l'a pas empêché d'avaler sa gnôle. Et parce qu'il y trouve ce qu'il ne trouve pas ailleurs. Donc, on est toujours dans ce genre de situation sur... C'est quoi le sens de la vie, quoi? Ben, oui. Le rapport à la mort, oui. Ça, c'est plutôt... Oui. Oui. Mais c'est pourquoi on vit. Et donc si vous avez encore plus de valeur, qui vous dit que vous vivez pour être utile aux autres, pour être bien, pour garder votre dignité, parce que quand on picole, on n'a plus de dignité, hein, très clairement, etc. Vous êtes dans un autre schéma que celui qui se dit la vie est injuste avec moi, j'en prends plein les naseaux, et tant qu'à faire, je vais faire quelque chose pour oublier. Mais moi je ne juge pas les gens dans cette situation. Je constate que les êtres humains ils font comme ils peuvent. Et face à l'annonce d'une maladie difficile, la réaction, elle n'est pas univoque. Quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que même comme ça, il faut lui tendre la main de toute façon. Parce qu'il n'a pas choisi de se retrouver malade. Quoi. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est certain, je le sais. Ça. Mais ça, c'est votre valeur à vous. Mais et la sienne, elle est autrement. Bon, voilà, c'est comme ça. Qu'il augmente, qu'il accélère le processus. Ça détruit les neurones, de toute façon, c'est clair. Oui, alors les deux facteurs ne font pas. Ça fait des trous dans le cerveau. Hein, un cerveau qui est tout mité. En fait. Ben oui. Après, c'est du bruit. Mais bon, l'alcool, c'est quand même un fléau dans notre société. Hein. Ça le reste aujourd'hui. C'est un fléau, oui. Oui, ça le reste aujourd'hui. Le tabac aussi. Et puis la drogue aussi. Le tabac, non, moins. Est-ce que je peux faire une petite digression autour des benzodiazépines, puisqu'on parle de trous dans le cerveau?
J'aimerais savoir très rapidement, en faisant un petit détour, si les benzodiazépines sont aussi toxiques que l'alcool pour le cerveau. Non. Non, non, on peut y aller. Non, c'est pas qu'on peut y aller. Je cherche toujours un... Non, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Non, c'est l'histoire de la balance bénéfice-risque. C'est ça. Monsieur, il a mis des électrodes. Il a pris un risque en mettant des électrodes. Donc il a mesuré sa balance bénéfice-risque. Il dit quel bénéfice je vais avoir, quel risque je prends. Voilà. Et il s'est dit, compte tenu de ce que j'attends, ça vaut le coup que je prenne ce risque pour être mieux après. Il a pris un risque. Oui, oui. Et donc, au bout du bout, la balance bénéfice-risque que vous l'avez analysée, vous y êtes allé. Et finalement, vous êtes mieux. Mais vous avez analysé votre truc au départ. C'est pour ça qu'on vous fait traîner et qu'on ne vous prend pas tout de suite. Hein. C'est pour que les gens soient bien décidés. Être décidé, ça veut dire analyser la balance bénéfice-risque. Donc, quelqu'un qui souffre, qui a une souffrance psychique, ce qui est, soit parce qu'il a de l'anxiété ou qu'il a de la dépression, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Les gens, ils sont mal, ils sont pas bien, ils sont pas heureux, quoi. Donc si on peut l'équilibrer avec un médicament, même qu'il y a des effets secondaires, ça peut valoir la peine pour lui. Mais il faut lui expliquer. Hein. Pas lui filer comme ça sans rien dire. Hein. Ni lui filer des médicaments qui vont permettre d'avoir la langue de côté. Hein. Puis de plus emmerder personne, c'est pas le sujet. Quoi, hein. Donc vous allez analyser. Mais il n'y a pas un seul... Alors, Madame Frachon s'excite là parce qu'elle veut repasser à la télé, donc elle sort un livre, donc vous allez l'avoir partout, pour dire qu'il y a des effets secondaires pour les médicaments. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Tous. Et pour tous, il faut se poser la question, est-ce que... Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je dis que pour tout ce qui est pour le Parkinson, on ne veut pas aller pour ce qui est après. Oui, oui, mais pour tous. Pour tous, si on regarde, il y a l'équivalent d'un livre de poche aujourd'hui. Hein. En termes d'effets secondaires. Mais tous, ils ont des effets secondaires. Autrement, ils n'agiraient pas hein, s'ils n'avaient pas d'effets secondaires. Mais il faut mesurer. Est-ce que ça apporte quelque chose à quelqu'un ou pas? Vous savez bien, quand on traite les cancers, vous mettez à vomir, vous perdez vos cheveux, etc., etc. Mais on guérit un cancer sur deux. Bon, voilà, il faut mesurer. Il faut mesurer la balance bénéfice-risque. Et dans tous les cas, c'est l'histoire du monsieur, là. Il faut le proposer aux gens, jamais l'imposer. Et au bout du bout, c'est le malade qui doit décider. Ça, c'est la solution parfaite. On vous explique, après vous décidez ce que vous voulez. Et on respecte la décision qui a été prise. Et dans certains cas, ça peut être utile de mettre des benzos. Mais après, quand on le met, il y a aussi la solution de facilité de dire c'est quelqu'un qui ne m'emmerdera plus. Parce que si vous avez assommé quelqu'un avec des médicaments, il ne vous en kikine plus. Quoi. Et la société, elle aime bien ça. Hein. La maintenance Donc nous, on nous demande de le donner, mais on nous dit qu'il ne faut pas trop en donner. Quoi. Ça s'appelle une injonction paradoxale, mais quand même. Quand même. Et quand on en donne, après, on sait que les personnes âgées, qu'elles ont une capacité de filtration au niveau du rein qui est diminuée, donc il faut diminuer les doses. Autrement, on les assomme et puis sans doute qu'on contribue à l'apparition de troubles cognitifs ou de maladies d'Alzheimer. Et puis d'une part, et puis après, il faut prendre des produits qui ne vont pas s'accumuler, parce que de la même façon que tous les pesticides s'accumulent dans l'organisme, les médicaments et leurs produits de dégradation s'accumulent dans l'organisme aussi. Hein. Les médicaments, ils restent dans l'organisme. Et quand vous rentrez, la L-Dopa, par exemple, c'est un précurseur. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas de la dopamine. C'est un précurseur. Donc il rentre, il est transformé à l'intérieur de l'organisme et il devient de la dopamine. Mais en le transformant, il y a plein de petits bouts qui sont partis dans tous les sens. Donc ces petits bouts, ils peuvent être éliminés par le rein, les urines, aller dans la rivière, les poissons les mangent, vous pêchez les poissons, vous le remangez, ça tourne, rien ne se perd, d'accord? Ou ça peut s'accumuler dans l'organisme, et vous en avez de plus en plus. Si c'est des produits qui agissent sur le cerveau et qui s'accumulent avec des sous-produits qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas détecter, vous arrivez au bout du bout à un cocktail que vous ne maîtrisez pas. Nous, très clairement, quand on prescrit des médicaments, au-delà de 3, on ne sait pas ce que ça fait. Hein. Au-delà de 3 ensemble, on ne sait pas ce que ça fait. On ne peut pas savoir. Il y a plein de réactions dans tous les sens, etc. 2, ça va. 3 c'est la limite de ce qu'on est capable de voir. Donc voilà, il faut prendre tous ces éléments en compte. Donc on met un produit, il faut qu'il soit utile aux gens. Il ne faut pas que ce soit un produit qui s'accumule. Il faut que ce soit un produit où la dose soit adaptée à l'état de la personne. Et il faut que ce soit un produit qu'il n'y ait pas une demi-vie qui fasse qu'il va s'accumuler. La demi-vie, c'est le temps pendant lequel la moitié du médicament disparaît. Et les anxiolytiques comme le Temesta, qui est un des plus vendus, par exemple, a une demi-vie longue,
Une fois qu'on commence à le donner, celui-là, les gens, on a du mal à les en sortir. Hein. Moi, j'en ai jamais prescrit en première intention, jamais. Parce qu'après, pour les sortir, c'est dur. Quoi. Même le Lexomil est plus facile à... Oui, l'exomil, c'est une demi-vie plus courte. D'accord. Bon, voilà. C'est des éléments à prendre en compte. Mais toujours, est-ce que c'est utile à la personne qui est en face, quoi? Ou est-ce que c'est utile à son entourage pour qu'il arrête d'aller enquiquiner? Mais on parle Mais ça existe, ça. de médicaments comme la chlorella qui désintoxiquerait l'organisme, etc. Il faut acheter des actions de ce laboratoire. Parce que celui qui vous sort un truc, là, parce que notre Irène Frachon, là, elle va sortir, elle va être dans tous les médias pour dire, ouais, bon, elle va vendre son livre, c'est bien, tant mieux pour elle. Et là, tout le monde va se dire, voilà, il faut que j'enlève les médicaments. Donc celui qui va proposer un produit détoxifiant, il n'a pas besoin que ce soit vrai, hein, il suffit qu'il le dise, puis il va en vendre. Donc c'est le moment d'acheter des actions, madame. Je vois que vous avez lancé un ordre d'achat. Oh non, mais c'est Non, ça ça par existe. rapport à la bon, parce qu'il y en a Détoxification. beaucoup, oui, dans le pub. Les puratifs, tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et quand vous êtes au bout de la dégradation, après, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, tout à l'heure, on parlait des freins chez Alstom, là. Vous mettez des plaquettes de frein, vous produisez des particules. Au bout du bout, elles restent, ces particules, quoi. Elles ne vont pas disparaître, elles ne vont pas se dissoudre, c'est pas du sucre, quoi. Et donc, où est-ce qu'elles vont? Au final, elles vont dans l'arbre respiratoire. Plutôt de ceux qui sont bas, nous on s'en fout, hein, on est grands. Quoi. Mais plutôt des gosses qui sont dans les poussettes, quoi. Hein. Les pots d'échappement, là, tout ça. Oui. Mais ça ne s'en va pas. Donc ça vaut toujours le coup de réfléchir, quoi. Mais au regard de la pollution en règle générale, comme on vit en biosphère fermée, notre avenir, alors il est bien sombre, parce qu'avec toutes les molécules qu'on a créées, qui restent dans l'atmosphère, qui restent dans la Terre, qui restent... Ça augmente, c'est exponentiel, mais alors comment s'adapter? On est malade. On fait vivre son métier. J'ai les tableaux, si vous voulez, j'ai les tableaux officiels. Si vous voulez, j'ai les tableaux officiels sur les pesticides. Dernièrement, il parlait des vêtements de sport aussi. Oui. Les Bah, chaussures. Vous avez vu les cosmétiques pour bébé, hein? Oui. Toutes les lingettes sont dangereuses, il y a des produits... oui. Pourtant, pendant longtemps, tout le monde en voulait de ces produits-là. Bon, après, c'est aussi la pression des consommateurs hein, qui font que... Les couches, avant on les lavait, maintenant c'est les couches lavées. Je vais vous montrer un truc qui est le truc de l'INVS et de l'ARS, donc les autorités officielles. Si j'y arrive, je vais y arriver. Alors là, on a perdu le signal, donc... Ah ben alors voilà, ça y est. Ah, c'est bon. Voilà. Ça, c'est pour enregistrer. Alors, c'est l'enregistrement, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. J'ai pris trop de pesticides, je vois plus mon écran. Alors, donc ça c'est officiel. Il y a le drapeau bleu, blanc, rouge et tout. Hein. Alors, les pesticides et leur utilisation en Franche-Comté. Vous voulez que je vous montre ça? On va jamais s'en remettre. Donc, un pesticide, c'est une substance chimique utilisée pour protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, c'est-à-dire augmenter la production, quoi. Donc, on l'appelle produit phytosanitaire, phytopharmaceutique. Alors, il y a des substances actives, des additifs. Les substances actives, c'est ceux qui tuent. Et l'additif, c'est l'agent mouillant. L'agent mouillant, c'est quelque chose qui augmente la tension superficielle, qui fait qu'avec une goutte, vous couvrez toute la pièce ici. Donc, c'est une caractéristique chimique. Bon, il y a des solvants, bien sûr, pour que le truc soit pas englumeau, mais se répartisse. Des émulsionnants pour que des adhésifs. Donc, dans les familles, vous avez les organochlorés, les triazides, les urées, les organophosphorés, les triazides. Triazine, carbamate, pyrétrinoïdes, tout ça vous connaissez. Hein. Ouais. D'accord. Donc les cibles, c'est les insectes, les herbes, les champignons, mais aussi les vers. N'importe quel stade de foot un peu correct
met des produits pour qu'il n'y ait plus de verre. Hein. Parce que s'il y a des verres, ça fait quoi? Des petits tortillons de terre. Donc, hop. Non, puis les petits machins de terre. Mais les verres. Donc, les verres, vous savez que c'est indispensable dans la terre. Donc, les stades de foot, ils mettent des trucs pour tuer les vers. Aujourd'hui. Et le truc, une fois qu'il a tué les vers, il va où? Il va dans l'eau, il va dans le poisson, pêcher le poisson, manger le poisson. Donc on le va bien pêcher. En externe. Ok. Donc c'est utilisé à 90% en agriculture. Alors ça c'est les proportions d'utilisation du sol. Donc dans notre région, donc, évidemment il y a une proportion importante des surfaces qui sont utilisées pour l'agriculture. Et voilà les pesticides dans notre région. Oula. D'accord. D'accord. Le rouge, vous voyez ce que c'est, quoi. Ouais. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est là où il y a du vin. Pardon. C'est pas grave, je regardais. C'est les prélèvements officiels, hein, je ne dis pas, c'est pas les prélèvements d'une association de mauvaise humeur. Hein. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Les fameux épandeurs. Les fameux, oui. Donc quand il y a ça, alors lui il a une cabine normalement maintenant pressurisée, hein, fermée pressurisée. Il y a un bar dedans, il y a tout, la musique. La musique, En fait, c'est celui qui risque le moins maintenant. Maintenant, il y a pas le qui passe en vélo à côté, mais il y a tout. Et donc là, le vent, de toute façon, il dissémine sur toute la surface. Il n'y a pas photo. Quoi. Et là, ça marche encore mieux. Là, c'est bien. D'accord. Ça marche encore mieux. Parce que là, je vous ai dit 2% des surfaces agricoles, 20% des produits. Hein. Oui. Alors, le pulvérisateur, bon, lui, il n'est pas trop conforme, hein, parce que maintenant, avec les pulvérisateurs, on a des produits, des vêtements, des EPI, des équipements de protection individuelle qui sont plus importants. Alors, qu'est-ce que ça devient? C'est ça qui nous intéresse. Oui, voilà. C'est la diapo la plus intéressante dans ce truc. C'est que vous balancez le truc, donc le vent arrive, d'accord? Il le dissémine partout. Il y en a une partie qui, de toute façon, les petites particules, elles partent toutes seules, quoi. Donc là, c'est du ppm, hein, en chimie, hein, pour mesurer combien ça fait. Le reste va dans le sol, et puis descend dans l'eau, quoi. Et après, il remonte dans les plantes, ici, et les plantes, elles en balancent dans l'air, comme ça. Oui. Donc vous avez le truc qui tourne tout le temps. Et le produit, une fois que vous l'avez mis là, le produit, lui, il ne disparaît pas. Il n'y a aucune raison de disparaître, le produit. Donc lui, il tourne. Et donc vous avez une exposition à de faibles quantités, mais qui deviennent de plus en plus présentes. Et au final, toutes ces faibles quantités rentrent dans les organismes humains. C'est nous, parce que nous, on est le dernier de la chaîne alimentaire, on bouffe tout le monde, nous. Hein. On bouffe les légumes, les animaux, le gibier, Les produits emballés, on le paye. Pardon? On achète des produits emballés, on le paye largement. On l'achète et on le paye. Voilà. Donc, sur les temps de chute en fonction de la dimension des gouttelettes, qui sont importants, parce que quand vous êtes à côté, vous passez en vélo à côté, tranquille, quoi. Vous voyez que les toutes petites gouttelettes, on a vu tout à l'heure qu'il y a des produits qui étaient faits pour que les gouttelettes soient beaucoup plus petites, avec des surfaces beaucoup plus importantes. Le truc, il va mettre 4 minutes pour redescendre, quoi, parce que c'est ce qui est très long. Donc vous en avez plein l'air, et le truc, il va redescendre tout doucement. Puis après, en descendant, il va rentrer par la fenêtre ouverte, quoi. Puis s'il ne rentre pas par la fenêtre ouverte, il va se fixer sur la façade ou sur les fenêtres et il rentrera un peu plus tard, quoi. Il y a plus de pesticides à l'intérieur des pièces fermées qu'à l'extérieur. Ah, d'accord. Il y en a plus. Ça, c'est constant. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'on sait ça. Alors, si on a utilisé une méthode scientifique, c'est des travaux qui ont été très sérieux, qui ont été faits pour mesurer, alors je vais vous le dire parce qu'au fond vous ne pouvez pas lire, la distance parcourue par les gouttelettes en fonction de leur taille, de la hauteur de rang, c'est la hauteur de l'appareil tout à l'heure, d'accord, de la hauteur de la vigne, d'accord, de la vitesse moyenne du vent, ouais, pour chaque site de viticulture considéré. Et donc quand on prend, il y avait Chenauve et Arbois dans l'étude. Vous regardez combien ils font de distance, ouais, et vous voyez qu'en 20 micros, ce qu'on a vu tout à l'heure, les petites gouttelettes, ouais, elles font 4 km, en fonction du vent, 5 km, ouais, ici elles font 3 km, d'accord. Donc c'est pas exactement à côté, quoi.
Et quand le vent est le plus important, elle monte à 6 km 360. Donc c'est considérable, quoi. Hein. Oui. Vous êtes chez vous, sur la terrasse, tranquille. Vous buvez un petit verre d'orange, peinard, quoi, avec des cacahuètes, là. Et puis, il y a l'autre qui est à 6 km. Qui vous en envoie, on n'a rien vu. Et vous mangez les cacahuètes, il y a des trucs dessus, quoi. Oui. Ah, oui. Alors, par rapport à ça, ce qui fait... Parce qu'on parle du bio. Alors, l'agriculteur ou le vigneron, qui veut faire du bio, se disent, bon, ben, maintenant, je vais arrêter mes conneries, je vais plus en fait. Faut combien de temps, vraiment, pour que ce soit bio? Parce que la terre, elle est quand même polluée. Oui, mais surtout, là, s'il y a une passerelle à côté, une parcelle à côté, Oui, oui. Bah oui, on fait ça, vous avez compris, là. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, oui. si vous achetez du bio, c'est bien, parce que les agriculteurs bio, c'est des gens qui essayent de le faire. Oui. Il faut regarder où il est, quoi. Bah oui. S'il a la parcelle à côté, il y a, bien, hein. oui. Il y a que l'étiquette. Monsanto, quand il dit je vends beaucoup moins de produits aujourd'hui qu'avant, mais on a des fines gouttelettes qui vont beaucoup plus loin, beaucoup plus. Donc en fait, on s'est tous fait baiser. Oui. Oui. Ah oui, mais c'est pour ça que l'idée des produits mouillants, émulsionnants, etc., ça permet d'augmenter, de diminuer la tension, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, la tension superficielle, ce qui fait que le liquide se tient. Donc vous étirez votre liquide, et au lieu d'avoir une goutte comme ça, avec un bon produit mouillant, vous faites la pièce. Oui, oui, oui. Et effectivement, on vend moins de produits. On a diminué les produits, on s'en va. Oui, mais ils empoisonnent encore plus, quoi. Ah oui, par définition. Ah oui. INVS, ARS, hein, les études, là, c'est pas moi. Hein. Oui, oui, oui. C'est officiel. J'ai fait venir pour intéressant. Alors là, c'est bon, c'est encore un autre truc pareil. Alors, sur les caractéristiques physico-chimiques de chaque insecticide détecté, donc on prend, on regarde ce qu'il y a, et on fait un peu des caractéristiques pour les craquer entre eux, pour voir lequel vous avez votre réponse là Bon, mesdames, bon retour à vous. Vous avez votre réponse pour le monsieur là? Oui, mais je ne sais pas si ça marchera. Et donc si on rajoute ce qu'on trouve dans le poisson, et puis on rajoute la dégradation dans l'air, c'est-à-dire la décomposition dans l'air, qui fait que ça tombe sur le sol et que ça rentre après dans le sol. C'est pas un petit canard, hein. C'est du bio aussi. Vous auriez dû en amener. Hein. Pardon? C'est du bio qui boit. Ah, peut-être. Hein. La bouillir de cru, normalement, c'est bio. Bah oui. Des fruits. Oui, mais enfin, ces fruits, de toute façon, ils ont été exposés aux mêmes choses. Hein. Alors, les effets sanitaires. Les effets sanitaires, donc la toxicité. Alors, il y a une toxicité aiguë. Ça, c'est au moment où ça vous brûle, quoi. Hein. C'est le truc qui vous tombe dessus. Donc, c'est irritation de la peau, des muqueuses, réaction allergique des yeux, brûlures, etc. Ça, c'est immédiat, ça. C'est l'effet aigu. C'est rapide. Alors, un manipulateur de pesticides sur 5 a des trucs de ce genre. C'est-à-dire qu'il a la combinaison, le machin, le truc, mais il fait une erreur. En fait, c'est ça. Et il ne met pas bien ces éléments de protection. Alors, si on regarde sur les toxicités aiguës, on a quand même des choses qui sont très étonnantes. Actes de malveillance, suicide, etc. Quoi. Bon. Donc tout ça est étudié. Hein. Vous voyez que c'est fait. Après, on est sur le chronique. D'accord? D'accord. Ouais. Donc chronique, c'est une exposition prolongée qui va amener non pas une réaction immédiate, type brûlure ou je tousse, mais une exposition chronique, qui va amener une maladie. Donc la prévalence des cancers, normalement, est plus faible chez les agriculteurs qu'en population générale, parce que vous dites qu'ils vivent autrement. Mais pour autant, certains cancers sont plus présents. Ah oui, d'accord. Par exemple, le cancer de la vessie, typiquement, c'est un cancer dû aux pesticides. La vigne, c'est la vigne. Ouais, d'accord. Les hémopathies malignes, c'est les leucémies, etc. Donc, ils en ont moins parce qu'ils ont une vie un peu plus saine, logique, mais il y en a certains qui sont beaucoup plus présents parce qu'ils sont dus aux produits auxquels ils sont exposés. Donc là, on est dans une diapo officielle, donc on vous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment sûr d'être cancérogène, quoi. On constate qu'ils en ont plus, mais il n'y en a qu'un, on se dit que ça a un rapport. Donc c'est la prudence des pouvoirs publics.
Bon, la présomption, elle est sur d'autres, hein, notamment le Hodgkin, qui est un truc qu'on retrouve souvent dans ce genre de situation. Donc, dans la toxicité chronique, on retrouve les perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça vous allez en entendre parler tout le temps, parce que c'est vraiment à l'ordre du jour, il faut arriver à supprimer ces produits, si on veut continuer à avoir des enfants déjà. Hein. C'est ça qui est en jeu. Bon, effet neurotoxique, donc c'est la maladie de Parkinson, hein, aussi. Ouais. Et pas concluant pour Alzheimer et sclérose latérale amyotrophique. Ce qui veut dire qu'on va y venir, hein, de toute façon. Alors les méthodes d'évaluation, c'est l'évaluation à partir de suivi épidémiologique de cohorte, ou à partir de données agrégées. Bon, c'est des méthodes hein, pour savoir ce que c'est, mais tout ça, ça commence à se développer beaucoup, et surtout ça devient international, ça nous permet d'avoir plus de certitude à chaque fois. Donc ce qu'on vous dit aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ne sera pas exactement pareil, parce qu'on aura progressé dans la connaissance. Et on progresse dans la connaissance parce qu'il y a une pression, le backlog, pression, les associations, qui fait que, qui fait qu'on est obligé de prendre en compte les choses. Et donc voilà, donc le paradigme de l'évaluation des risques, où il y a des terrains de recherche, identification des dangers, et puis après on caractérise les risques, et puis on avance. Et on essaye au bout d'avoir des actions. Et l'action, aujourd'hui, c'est à peu près uniquement l'interdiction du produit incriminé. Il n'y a pas d'éléments préventifs, il n'y a pas de dépuratif à l'intérieur de l'organisme, etc. Les recherches aujourd'hui ne sont pas là-dessus. Hein. Elles sont sur, on observe, on regarde s'il y a des relations entre les maladies et les expositions, on caractérise ces risques et puis on voit comment on peut identifier de façon certaine le produit concerné. Ça, c'est la colonne Monsanto, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème, puis on met 10 ans pour interdire, pour lui permettre de faire autre chose. Mais là, c'est une opinion. C'est sûrement pas vrai. Je peux vous conforter là-dessus. C'est Donald Trump. Oui. C'est l'exploitation des... Comment ça s'appelle? Des schistes bitumineux. Hein. On détruit complètement des zones entières hein, pour la course au leadership sur le pétrole. Ou l'histoire de l'exposition, où étaient hier les candidats démocrates là, dans l'eau, où tout le monde était malade. J'ai un truc de mémoire. Ils étaient hier, là, les deux candidats démocrates. C'était quoi, Michigan, hier? Oui, cette ville où tout le monde est malade. Là. Et où le maire disait j'ai qu'à boire l'eau du robinet. Alors, exposition aux pesticides, donc de façon directe sur le lieu de travail ou dans l'habitation. Le lieu de travail pour le type qui est avec son tracteur, l'habitation pour celui qui habite à côté. À côté, c'est 5 km. Hein. Je peux vous dire, hein, ma maison est tout à côté d'un champ d'agriculteurs, il n'y a rien à y faire, on ne peut rien dire. Hein. Oui, non, mais... Et avec ces grandes rampes de pesticides, ils en mettent plein partout, c'est une puanteur dans la maison. Là, on ne peut rien dire du tout, hein. Ils sont super protégés, moi je trouve quand même. D'accord. Donc ça, c'est l'exposition directe. Il y a une exposition dans l'air qu'on respire à proximité de ces zones. Mais vous avez vu que ça va très loin, hein. Et en fonction du vent, ça peut aller plus loin. Il y a ce qu'on mange, il y a la poussière, il y a les produits utilisés pour la maison et le jardin. Ça revient dans l'eau, et puis dans l'eau, ça repart, ça rebouche. Rien ne se perd. Bon, pas se perdre encore. Alors, si on regarde dans une ville, ça c'est Chenauve pour ceux qui connaissent. Oui, je connais un peu, moi. D'accord. Donc c'est une ville, Chenauve. Oui. D'accord. Et on regarde les pesticides. D'accord. Et on voit que dans la ville, il y a des pesticides, quoi, qu'on repère et qu'on retrouve. Et que les gens qui vivent là sont en contact avec. Oui, d'accord. Ça, c'est des études officielles, hein. Oui. UNVS, ARS. Alors, comme ils sont à Dijon, ils font des études à Chenauve. Alors, l'exposition chronique dans l'habitat groupé est 2,25 fois supérieure, jusqu'à 3,25 fois, par rapport au... Non, elle est supérieure à 3,25 fois pour les riverains en grande culture. C'est-à-dire que votre exposition, quand vous êtes riverain d'une culture, elle est multipliée par 3,25 par rapport au basique,
Oui. Mais si vous êtes dans un habitat groupé, un lotissement, à côté, vous êtes quand même à 2,25, quoi. Vous concentrez de toute façon les produits. Les produits bougent, quoi. Bon, voilà, c'est des chiffres pour dire qu'il y en a partout. Partout avec des doses qui sont très faibles, quoi. Et puis la recherche en Parkinson, c'est plutôt en France ou ailleurs? Enfin, Plutôt ailleurs. en avance. C'est plutôt ailleurs. Aux États-Unis? C'est plutôt là où il y a des malades qui créent des fondations Ah ouais. pour que ça avance dans la recherche. Il y a certains malades du Parkinson, par exemple, qui sont devenus docteurs honoris causa d'université et tout, pour faire des recherches sur leur sujet. Donc c'est plutôt dans les pays anglo-saxons, où il y a cette habitude de créer des fondations et de donner son argent pour ça, ou dans les pays scandinaves, surtout les pays anglo-saxons qui sont en avance dans cette affaire. Là, nous, on est sur les organismes officiels qui sont chargés de surveiller la qualité de l'air et de l'eau, c'est la définition de cet organisme-là, et qui donc font des analyses. Et ils regroupent ces analyses en fonction des... Vous voyez que sur les organophosphorés dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. qui sont en cause dans le Parkinson, on a des niveaux, nous, supérieurs à ceux des Américains et similaires à ceux des Allemands. Pour les pyréthrinoïdes, on est supérieur aux Américains et aux Allemands. Voilà, donc la structure de l'agriculture fait que... Mais quand on regarde dans le détail, je n'ai pas tout mis là, mais quand on regarde dans le détail, et qu'on voit ce que dit aujourd'hui l'agriculture, que les Allemands ont moins de normes, moins de trucs, etc., ils ont quand même moins de produits dans l'air. Hein. Donc les choses ne sont pas linéaires. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de paysans ici, parce qu'il me fera triper. Bon, comparaison de l'air extérieur et de l'alimentation, pareil. Hein. On s'aperçoit progressivement qu'on a plus de risques quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'on a plus de risques quand on mange que quand on respire dans une maison. Chaque fois, les risques augmentent, quoi. On est plus exposé. Ouais. Bon, ça paraît assez logique avec ce qu'on a dit avant. Mais... Alors, ça, c'est des concentrations de pesticides à l'intérieur des bureaux. Donc, les bureaux, c'est... ici, on a l'indane, par exemple. Dans l'air intérieur en bleu, dans l'air extérieur en vert. L'indane qui est interdit depuis 98. Hein. On ne le retrouve pas dans les peintures, dans les choses comme ça? Il y en a partout. Il y en a dans l'air, dans l'eau, il y en a partout. Il y a jusqu'à 10 ans, jusqu'à 98. Bien sûr. Et puis les nouvelles maisons Même après, VVC, les il y en aurait moins. vitrificateurs, on en a fait pendant le père Il y a d'autres produits. Il y en avait. Il y a d'autres produits. Donc vous voyez les analyses officielles, hein, quand même. Alors on continue. Ça c'est la comparaison Cotigny, Dijon, Chenauve, Buxy. Oh là. D'accord. Donc il y a des différences d'une ville à l'autre. Il y en a beaucoup partout, même à Dijon, hein, je veux dire. Ouais. Mais c'est différent parce que, évidemment, à mesure que vous vous rapprochez des zones agricoles, ça risque augmente. Mais là, quand vous êtes au centre de Dijon, il n'y a pas d'agriculteur. Au centre de Dijon, j'en ai jamais vu. Il y a quand même des produits, quoi. Alors là, si pour vous éclairer complètement et vous ramener au vin bio, parce qu'il faut quand même un message fort, comme la note, ça c'est l'eau. Les pesticides dans l'eau. Hein. Donc il y en a énormément, quoi. Donc si c'est les taux de pesticides, c'est très important en fait. Hein. De toute façon, il y a des pesticides dans toutes les eaux de boisson. Mais l'eau de boisson a des normes, donc il y en a présent partout. Et le vin que vous trouvez en bouteille là, dans les magasins ici, on a 40 fois plus hein, que ce qui est limite pour l'eau. Donc ça, c'est tous les produits qu'on peut trouver. Donc là, vous avez 106 pesticides, 95 pesticides, 11 pesticides, 33, 501. Il y a 501 substances qui retombent dans les analyses d'eau. Hein. C'est donc ils sont classés par catégorie. Il y a un petit schéma sur comment ça marche. Donc ça tombe dans l'eau, le plancton le reprend, le poisson mange les petits planctons, le gros poisson mange les petits poissons, l'oiseau le mange, voilà, ça tourne et puis nous on bouffe le poisson. Mais ce que vous voyez, c'est que là, on est à 0,002 ppm, donc c'est une mesure très petite, hein, le ppm. Là on passe à 20, à 50,
30 à 300, 100 à 1000, 1000 à 3000, et puis là on continue. Donc on concentre de plus en plus. Et après on est toujours sur des petites doses, mais qui ne sont plus des doses infinitésimales. C'est ce qu'on a connu chez les Japonais quand ils avaient eu leur problème d'intoxication avec les poissons. Quoi. Où les gosses étaient tous à neurons. Bon, donc c'est la synthèse hein, des risques. Bon, je crois que là, on n'arrive plus à digérer. Là. On en a trop. On peut arrêter si vous voulez, j'en ai plein. Hein. Je continue encore. Alors, comportement à risque. Donc la protection, masque, gants, bottes, lunettes, vêtements imperméables. Hein. Donc, 33% des surfaces de blé tendre ou en maïs grain sont traitées par des manipulateurs qui portent au moins un masque lors de la préparation. Donc vous passez à côté, vous voyez quelqu'un qui vous dit c'est pas dangereux, mais qui lui met un masque. Oui. C'est quelle raison quoi. C'est une injonction paradoxale. Oui, c'est ça, c'est une injonction paradoxale. Je l'ai déjà couru après à ce monsieur qui vient avec son tracteur et puis sa grande rampe là. Il m'a dit mais tout est dosé, n'ayez pas peur. Oui, mais bon, ça prenait quand même. Tout est dosé. Ah oui. Prenez une dose en passant. Mais il vous a presque fait payer parce qu'il traite votre jardin en même temps. Non mais attendez, c'est que lui, on a ce cultivateur là qui met des pesticides hardis petits, et puis un peu plus loin, on a un agriculteur, non, je ne sais pas si c'est un agriculteur, il fait du bio. Oui, machin, Bosiger, oui. Mais alors l'année où l'autre a mis des pesticides, et puis l'autre qui a mis son champ de pommes de terre bio, bah ça y est, il en a c'est pris du bio. autant, lui. C'est du bio. C'est comme les OGM, ça. Mais ils vont les patates bio quand même. Donc il faut les acheter. C'est pour ça qu'il faut savoir où il est, votre agriculteur. Ah, oui. On sait où il est, c'est le mot de la fin, alors. C'est le canevas. On sait où est le magasin. C'est la présomption. C'est qui a la présomption du problème. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour dire qui sait d'où vient le problème. Voilà. On ne sait pas d'où ça vient, on est malade. On va donner le canevas au fond de l'agriculteur pour qu'il fasse des choses dans le. Bon, tout ça pour dire qu'on est, sérieusement, on est au début de se rendre compte de ce que chaque catégorie de produit peut donner, dans des conditions normales d'utilisation, des conditions pas normales. On commence à avoir une connaissance des effets sanitaires. C'est très important parce que tant qu'on n'a pas les effets sanitaires, on ne va pas râler et dire à l'agriculteur d'arrêter. Donc c'est comme ça que l'évolution se fait. Et le fait qu'on avance sur la connaissance, et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu 150 associations qui, dans le monde, alertent sur les risques liés à l'environnement et à la situation des femmes, mais qui, il y a une semaine, c'était l'UFC Que Choisir sur les risques dans les produits pour bébés, là où les lingettes, etc., contiennent les produits. Ils ont juste fait une analyse de laboratoire, hein, et ça ne correspondait pas à ce qui était écrit sur l'étiquette. Mais ça montre qu'il y a une volonté de mieux connaître la situation, une capacité de mieux le connaître, parce qu'il faut pouvoir le démontrer, et après, il y a une nécessité d'agir. Donc le début, ça correspond à la problématique de la communauté scientifique. La décision d'agir, c'est vous. Hein, parce qu'une fois que vous êtes au courant, vous devez, par votre attitude citoyenne, faire en sorte que les choses évoluent. Bon, bah, je crois qu'on peut vous applaudir. Vous aurez pas maladie. Vous êtes deux, allez-y. Oui. Est-ce que le dérèglement de la glande thyroïdienne est provoqué par ça, par les pesticides? Non. Non? C'est plus les radiations. Les radiations. Ah oui, d'accord. C'est plus les radiations. Mais c'est sûr que les maladies auto-immunes viennent beaucoup des radiations. Dans les radiations, il y en a plein. Il y a des radiations cosmiques. Le radon en fait partie? Non, c'est respiratoire. Non, le radon lui amène des cancers du poumon. D'accord. On a plus de cancers du poumon qu'ailleurs. Mais c'est pas complètement établi, hein, ça. Ça, c'est mon opinion. Mais non, je en général, confonds. j'ai déjà donné mon opinion. Le césium 137 et puis le, je sais plus combien le césium. Voilà, ça c'est des radiations, je crois. Oui, mais il y a plein de il y en a partout des radiations, même les téléphones. Excusez-nous, madame, on vous a coupé. Mais c'est complètement, c'est une digression par rapport
C'est par rapport à la loi Leonetti-Claes qui est sortie là, au journal officiel le 2 février 2016. J'aurais voulu savoir par rapport à la loi précédente, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a évolué par rapport à l'ancienne loi? Je connais bien Jean Leonetti. C'est le droit à la sédation profonde. Oui. Ah, c'est énorme. Parce qu'avant, c'était pas permis. Avant, il fallait lever la main pour arrêter de faire des choses, alors que là, on a le droit de faire une sédation profonde. Je suis clair ou pas assez? C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter de faire quelque chose, on a le droit, dans des conditions qui demandent à être définies, d'aboutir à une sédation profonde et prolongée d'un individu. Sédation profonde et prolongée, on est à 2 doigts de le débarrasser de ses problèmes. Hein. C'est ça la différence. Et notre pays n'est pas prêt à entendre le mot euthanasie, alors que, par exemple, la région la plus proche de Suisse qui est la nôtre, où ils font des suicides assistés. Donc c'est pas de l'euthanasie, c'est des suicides assistés, c'est quelqu'un qui... C'est l'association... Il y a un nom, je ne sais plus, c'est un nom très très étonnant. La zone limitrophe de la France, pour les Suisses, pareil, c'est pas des Français qui vont là-bas, mais j'ai entendu un reportage, c'est 587 décès l'année dernière. Donc ce qui est signifiant quand même. Hein. Mais eux, ils sont dans du suicide assisté. Et nous, on n'est pas, notre société n'est pas prête à entendre le mot euthanasie. Enfin, je pense, puisqu'on ne peut pas le dire. Parce que la sédation profonde, tant que le cœur tient la personne, donc n'est pas nourri, n'est pas alimenté, quoi. Non, non, pas alimenté. C'est pour ça qu'on dit que ça fait souffrir, etc. Mais après, c'est des opinions. Hein. C'est des opinions. On est dans la sédation, le mot c'est sédation profonde et prolongée. Là, vous n'avez pas besoin de changer beaucoup la quantité de produits dans la seringue pour que le truc s'arrête. Hein. Ça va très vite quand même. Il faut un peu connaître la pharmacologie, mais c'est le rôle du médecin. Quoi. Donc on est obligatoirement dans une décision collégiale, on est obligatoirement dans la vie... c'est pour ça que ceux ici qui sont intéressés par ce sujet doivent donner leurs directives anticipées. Quoi, hein. Il y a 2 choses qui sont fondamentales, c'est les directives anticipées. Chacun doit dire assez tôt comment il voit sa femme, même si par expérience je peux vous dire que les gens changent à 99% d'avis au dernier moment, dans les 2 sens. Hein. Dans les 2 sens. Mais ça c'est le droit de chacun, hein, de toute façon, premièrement, puis deuxièmement, désigner un tiers de confiance, parce que l'histoire du jeune homme là, qui est sur un lit depuis je ne sais pas combien de temps où sa famille se déchire. Le sujet, c'est que lui n'a pas donné de directive anticipée, donc ses parents l'interprètent, sa femme l'interprète. Il n'a pas désigné. Pardon? C'est interprété d'une façon différente et c'est conflictuel. Chacun en fonction de sa croyance à lui. Pas de sa croyance au mec qui est malade, mais la croyance à lui. Et donc, il n'a pas désigné de tiers de confiance. Directive anticipée, donc vous dites à l'avance ce que vous voulez. Et puis tiers de confiance, vous désignez quelqu'un qui peut parler à votre place si vous ne pouvez plus parler. Quelqu'un en qui vous avez confiance, et pas obligatoirement un parent, c'est vous qui décidez, mais à qui vous déléguez le soin si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté de l'exprimer. D'accord. C'est 2 mécanismes, ça préexistait, hein, ces 2 mécanismes. Ce qui est nouveau, c'est la sédation. Il y a eu des trucs à côté, mais le vrai sujet, c'est celui-là. Avant, on vous disait, il faut arrêter de faire des choses pour quelqu'un, donc arrêter le respirateur, arrêter, etc. Ce qu'on demande pour... c'est l'envers, hein, je crois. Ce qu'on demande pour lui, c'est de couper la perfusion. D'accord? Donc on arrête. Par contre, dans la sédation profonde, on fait une seringue et puis on pousse un produit pour que les gens ils ne souffrent plus. C'est la différence, essentielle. C'est une différence. Mais Jean Leonetti et Alain Claes, je connais bien Jean Leonetti qui est un médecin, je connais un peu Alain Claes, eux ils étaient pour aller plus loin, ils ont fait ce que la société était prête à entendre. Alors c'est vrai que ça pose question, hein, ça, moi je comprends, parce que je finis ma phrase juste, quand on voit qu'il y a des personnes qui décident pour les autres qu'il faut qu'ils arrêtent de souffrir, ça inquiète, quoi, légitimement. Excusez-moi, monsieur. La sédation peut durer combien de temps? Profonde et prolongée, quoi. Donc, c'est ça, donc profonde. Profonde, c'est l'équivalent du coma. Hein. Et les gens sont 24 heures. Comment? 24 heures. En plus. Oh oui, plus.
Ça dépend, vous avez des tas d'exemples de gens qui sont dans le coma, qui réagissent plus du tout depuis des années. Hein. Ouais. Et ça, le problème, si vous voulez, c'est qu'on est sur des sujets qui sont très personnels. Et c'est la société qui veut décider des sujets personnels. Donc ça, c'est un sujet c'est compliqué, quoi. Compliqué. Après, de toute façon, on ne peut pas donner la possibilité au corps médical, même si j'en fais partie, de décider à la place des gens, quoi. Dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est étonnant quand même, c'est que dans les religions, quand on croit à la vie éternelle, on ne peut pas avoir peur de la mort. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur la religion pour dire qu'ils ne veulent pas. C'est contradictoire. C'est contradictoire avec la religion. Mais c'est surtout la première contradiction, c'est de vouloir décider à la place des autres. Ça, c'est le truc. On a plein de situations dramatiques parce qu'on veut décider à la place des autres. Soit pour, type, je sais pas, il y a encore une infirmière, je crois, qui s'est fait prendre il n'y a pas longtemps comme ça, parce qu'elle faisait partir les gens qu'elle estimait qui souffraient trop. C'est elle qui décidait, quoi. Soit dans l'autre sens, où on maintient des gens qu'on prend. Mais le tiers de confiance, il faut que ce soit désigné par écrit. Oui, il y a une procédure. Hein. Il y a une procédure. Ah oui, une procédure sérieuse. Hein. Ceux qui la veulent, je vous la donnerai, mais c'est pas une petite lettre qu'on met dans son portefeuille. Hein. D'accord. Oui, il faut que la personne en question soit d'accord et tout. Il faut avoir confiance, parce que moi j'ai vu quand même beaucoup de gens à qui on avait dit quelque chose, quand la situation s'est présentée, qui n'ont pas pu l'assumer. Hein. Ah oui. Et en même temps, c'est une responsabilité. Hein. Bien sûr. C'est lourd, hein. Ouais. Donc il faut l'avoir en tête, ça. Oui. Moi j'ai vu des gens ne pas aller au bout, quoi. Oui. Les directives anticipées, c'est pareil, c'est par écrit. Ah oui, il y a une procédure aussi. Je vous la donnerai si vous voulez. Oui, si vous voulez. On mettra sur le site. Oui, on peut la mettre sur le site, oui. C'est une procédure, quoi. Mais c'est un acte, moi je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que ça veut dire à un individu, vous avez le choix de votre propre existence. Voilà. Et vous décidez, quoi. Donc ça redonne un peu de dignité à chaque individu, quoi. Dans un monde où on enlève beaucoup de libre arbitre aux uns et aux autres, quoi. Parce que je regardais, j'ai vu le professeur Debré, Bernard, il était contre, il ne voulait pas... Parce qu'il a peur qu'on l'achève. Parce qu'il dit que les conneries... Enfin, il a soigné M. Mitterrand. Bon, même il n'en a plus maintenant, il est malheureux comme tout, il n'a plus de président à soigner. Et puis, d'autre part, je regardais une médecin, moi catholique, médecin catholique belge, qui a écrit un livre, et qui ne pratiquait pas l'euthanasie au départ en Belgique, et qui la pratique maintenant. Pourtant, catholique, effectivement, on en revient à l'histoire de la religion qu'interfère au niveau des idées. Les Belges ont accepté l'euthanasie pour les enfants. Dans un consensus de la société. Les Belges ont discuté assez longtemps pour être d'accord sur l'euthanasie. Quand tu sais assister à l'euthanasie, ils se sont mis d'accord sur l'euthanasie pour les enfants. Et la société, l'ensemble de la société était d'accord sur les mesures qui ont été proposées. Donc chaque pays a son approche. Hein. Donc on a fait une synthèse à la française. Non, c'est pas une synthèse. On a fait semblant d'avancer un petit peu pour satisfaire ceux qui voulaient aller vers l'euthanasie, et puis on a essayé de verrouiller les choses pour satisfaire ceux qui disaient qu'il faut faire des soins palliatifs le plus longtemps possible. Donc on a fait Michel Romichou. Là aussi c'est mon opinion. Hein, Alors juste pour vous dire que pour le site internet, ça prendra entre 1 semaine et 15 jours, étant donné que j'ai des travaux de reconnexion à faire, donc ça prendra un petit peu plus de temps. Mais maximum, d'ici, on va dire, avril, vous avez tous les renseignements. Là, il met la pression dessus, vous allez donner. C'est quoi l'adresse? Oui, le site. Alors, je vais vous la noter là-bas. Oui. La prochaine... Qu'est-ce que vous voulez comme thème pour la prochaine fois? Bon, on en avait parlé avant que vous veniez. Ah bon? Les troubles alimentaires, Troubles alimentaires, la fibromyalgie,
La dépression. Anorexie. La sclérose en plaques, ça a été demandé, il y a beaucoup de choses. Ah, je fais pas tout. Je vais faire un truc. Oui. Un truc à la fois. Oui, un truc. Merci de votre présence. Une très bonne soirée. Merci. Le rapport du Mardi 22. 22 Oui, Ah d'accord. 22. C'est quel thème, le mardi 22? La phytothérapie avec le docteur Jean-Michel Morel de l'Université de Besançon. En général, vous allez sur le site qui est indiqué juste là. Ça va, d'accord. Merci.